Ce balado vous est présenté par Outils, le logiciel qui rend vos projets d'architecture aussi organisés que vos concepts créatifs. Que ce soit pour la gestion des équipes, le suivi des budgets ou la planification, Outils simplifie chaque processus. C'est l'outil incontournable pour les firmes d'architecture au Québec, vous aidant à voir vos projets sous une autre perspective, avec efficacité et sans prise de tête. Bonne écoute! L'image a toujours pris une place prépondérante en architecture pour exprimer des idées, pour vendre des projets, pour soumettre à des concours, pour activer les réseaux sociaux. Et derrière la recherche de l'image parfaite se trouvent les photographes en architecture qui ont vu leur métier évoluer rapidement au cours de la dernière décennie avec une demande de plus en plus forte pour les drones, la croissance de l'intelligence artificielle pour les retouches de photos et des clients de plus en plus exigeants qui posent parfois certaines questions éthiques quand vient le temps des retouches. Bref, la photographie d'architecture est-elle un miroir ou un mirage de la réalité? Je m'appelle Grégory Taillon. Et moi, c'est Marc-André Carignan. Vous écoutez Autre Perspective, notre balado signé Collectif. Bon, ben allons-y, Greg. Bonjour, Greg. Bonjour. Alors, photographie d'architecture aujourd'hui. Oui, mais exact. Un domaine fort intéressant qui est intimement lié à l'architecture, évidemment, que j'ai découvert, en fait, à travers les projets complétés sur lesquels j'ai travaillé, en accompagnant les photographes d'architecture et en découvrant un peu l'envers du décor. Et je dois dire, c'est un peu un choc parce que dans un projet, c'est un peu la première fois qu'on découvre notre propre projet à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment une expérience fascinante dont on va pouvoir parler aujourd'hui avec nos trois invités. Donc, Annie Fafard, qui est avec nous, photographe notamment d'architecture depuis 2017. Bonjour. Bonjour. Également, Olivier Blouin, qui est architecte, également photographe d'architecture et enseignant à l'Université de Montréal en photographie d'architecture également. Bonjour. Allô, bonjour. Et également Maxime Brouillette, photographe d'architecture depuis 2013. Bonjour, Maxime. Bonjour à vous deux. Je veux commencer peut-être par apprendre un peu à vous connaître parce que, bon, on voit vos noms passer sur Collectif ou d'autres plateformes, on voit vos projets photographiés passer, mais j'ai pas l'impression vraiment qu'on vous connaît. Puis c'est rare qu'on regroupe des photographes d'architecture ensemble pour un exercice comme aujourd'hui. Alors, je trouve ça intéressant. Annie, commençons avec toi. Pourquoi la photo d'architecture? C'est venu d'où, ça? Moi, ça fait presque 20 ans, un peu plus de 20 ans même, que je fais de la photographie. J'ai essayé un peu tout. Portrait, mode, architecture, design. Mariage. Ah, ça... je dirais 4 fois. C'est un classique de début de photographe. Exact. Là, voilà. Je me suis pas trop donnée dans cette expertise. Mais à la fin, je faisais quand même beaucoup de mode, puis on dirait que ça correspondait pas vraiment à mes valeurs ni à ma personnalité. C'est vraiment ce qui m'a amenée aussi à changer de spécialité en photographie. Puis, j'ai un intérêt particulier pour le patrimoine, les archives, l'histoire. Pour moi, c'est important de pouvoir aussi participer à la diffusion parce que je pense que la photographie, c'est un outil important pour valoriser l'architecture. L'immortaliser, tu parles d'histoire, d'archives et tout ça, donc ça vient une forme de... On l'immortalise via la photographie aussi. Exactement. Donc, c'est les raisons qui m'ont amenée à dire, OK, photographie d'architecture, go. Et là, tu fais ça à temps plein? À temps plein. À temps plein, tu vis de ça. Plus que plein. Ouais, c'est une bonne saison, là, l'automne et tout ça. Olivier, toi? Moi, j'ai étudié en design, en architecture aussi, mais la photo d'archi, ça n'a pas été un parcours évident, dans le sens où c'est pas venu tout de suite. Un peu comme Annie, je suis passé à travers toutes sortes de choses. Là. En fait, j'ai commencé ma carrière en photographiant des fermes au Québec. Des fermes? Pour le coopérateur agricole, oui. OK. Donc, je me promenais, là, je photographiais des fermiers, des poules, des paysages ruraux. Oui, tu sais, je me promenais. J'aimais bien ça. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à travailler au Voir, un journal gratuit de l'époque. Culturel. Donc, tu faisais quoi, des photos d'artistes? C'était un peu de tout. C'était à la fois restaurant, de la nourriture, des gens, des musiciens, des espaces. Donc, toutes les conditions de lumière, toutes les histoires paracalabrantes qui peuvent arriver, c'est arrivé. Et l'architecture, c'est arrivé, je dirais, par la force des choses, parce que j'étudiais là-dedans. Mais surtout, comme disait Annie, tu sais, mettons, je faisais de la mode, puis là, il y avait comme la coiffeuse, la maquilleuse, la madame du magazine, puis l'éditrice, puis il y avait trop de monde.
T'avais plus de plaisir. Ben, à un c'est moment pas donné, que. c'est tellement Mais je suis un peu encadré. sauvage, tu sais. Puis j'aime être dans ma petite bulle, puis me concentrer sur ce que j'ai à faire. Puis l'architecture, c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus contemplatif. Puis j'aime le fait de contrôler cet univers-là tout seul. Tu sais, il n'y a personne qui me dérange, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Donc... Sauf des Grégory qui te suivent comme ça dans tes... Ouais, mais c'est quand même assez rare. Puis des fois, souvent, j'avise les clients. Tu sais, vaut mieux me laisser travailler seul parce que je suis beaucoup plus efficace. Mais moi, si je peux me permettre, c'est une chose qui me manque en étant photographe d'architecture, le travail d'équipe. C'est quelque chose, c'est le seul petit point que je me dis, moi, j'aimais ça. Là. Être en gang, avoir du fun, tu penses ta journée, elle passe super rapidement, tu te rends compte de rien, tu crées des liens. Moi, c'est la petite chose, c'est un travail beaucoup plus solitaire, la photo d'architecture. Fait que j'essaie d'avoir mes clients proches puis de développer des liens forts avec eux, mais c'est une chose, moi, de mon côté, qui est comme un petit, pas négatif, mais qui manque des autres domaines de la photographie. Ouais. Pour revenir à ce que je disais, je disais que j'étais sauvage. Là. C'est que, je fais de l'architecture au quotidien. Fait que, pour moi, la photo, c'est un exutoire. Je suis tout seul avec moi-même, avec le projet. Et j'ai une culture architecturale d'architecte de formation. Fait que clairement, je suis correct tout seul, puis je le vis comme ça. Ça me fait du bien, en fait, la photo. À chaque fois qu'on m'appelle pour faire de la photo, honnêtement, là, je me pince. Je me trouve vraiment chanceux de faire ça. Parce que c'est vraiment un des plus beaux métiers du monde. Tu te promènes, tu découvres quelque chose de nouveau à chaque fois. Il y a comme quelque chose de vraiment riche dans la photographie. Toi, Maxime, travail solitaire ou travail d'équipe? Travail d'équipe. Travail d'équipe. Donc, c'est venu d'où, la photographie d'architecture? En fait, ça s'est pas mal décidé dès le début, à la sortie de l'université. J'ai étudié à Concordia en photographie. La majeure, en fait, était en cinéma, mais à la fin, j'avais dévié vers une mineure en photographie. Puis, c'est vraiment le fruit du hasard. Là. J'avais une expo dans une maison de la culture, puis un des architectes de la Chède est venu voir l'expo. Puis, il a dit « Ah, il me semble qu'on devrait essayer de travailler ensemble. » Parce que, au fond, moi, je ne me rendais pas compte, mais c'était une expo sur, on pourrait dire que c'était la photographie d'environnement. Je ne l'abordais pas comme ça au niveau design ou architecture. Là. J'étais vraiment plus sur mon sujet, son ambiance. Je photographiais vraiment qu'est-ce qui entourait les personnes. Puis, j'étais très naïf. Je faisais mes trucs très beaux-arts. Puis, ça a vraiment commencé très tranquillement. Puis, j'ai tout appris justement en équipe. Fait que pour moi, c'est toujours resté de travailler avec les architectes. C'est vraiment rare que j'y vais tout seul, là, justement. Puis, je pense que je suis de nature curieuse. Donc, quand je découvre un truc, là, je me suis mis à fond dans ça. Donc, j'étais comme, l'architecture, ça existe. À Concordia, il n'y a pas de faculté d'architecture, justement. C'est plus, justement, l'esthétisme, les beaux-arts. Donc, moi, j'abordais ça vraiment sous un œil de curiosité. Puis, j'étais comme, tel film, telle échelle, on peut faire ça. Puis, encore aujourd'hui, ça continue toujours à découvrir, je sais pas, c'est comme une mine infinie de rencontres. Il y a une rencontre, entre autres, qui a Ouais. été décisive, qui t'a mené dans le parcours. Et là, tu en vis aujourd'hui à temps plein. Là. Oui, comme Annie, là, plus que temps plein. C'est difficile de dire non à des gens, mais il faut comme à un moment donné, il faut comme quasiment se protéger parce que il y a comme... Je pense que c'est l'époque, là, on est comme... il y a beaucoup de demandes, là, il y a beaucoup de demandes pour plein de besoins différents. Là, on dit archi, mais tu sais, ça va d'un fournisseur à l'entrepreneur général. C'est comme foisonnant la demande parce qu'on est comme un vecteur de commerce maintenant. Là, donc... Ben oui, parce qu'il y a un aspect marketing, évidemment, pour plusieurs derrière les photos. Ben d'ailleurs, Grégory le disait, vous avez tous presque 20 ans, pas nécessairement en architecture, mais en photographie. C'est un métier qui a énormément évolué depuis 10-20 ans. Là, tu parles de la demande, Maxime. Est-ce que, justement, la demande, est-ce que vous voyez une demande vraiment... tu disais, Annie, tantôt, que tu étais débordée, c'est ça? Une demande croissante pour tout ce qui est architecture et design? Pour moi, est-ce que c'est comme ça pour tous les photographes qui veulent faire de l'architecture ou du design? Ça, je pourrais pas le dire. Mais pour moi, c'est vraiment une croissance en ce moment. Puis c'est ça, il faut apprendre à dire non, comme Maxime disait et tout. Mais en même temps, je trouve que le milieu de la photographie
peu importe là, la spécialité, c'est beaucoup démocratisé, pardon. Donc, c'est beaucoup plus accessible. Le matériel est plus accessible financièrement. Les informations, les apprentissages, si on veut devenir photographe, c'est accessible en ligne. Tu sais, avant, c'était un peu plus une élite. Fallait aller étudier. Il y avait des connaissances différentes. Puis aussi, au niveau de la diffusion, maintenant, c'est plus facile de diffuser son travail qu'auparavant. Tu sais, ça demande moins de logistique, d'implication, tout ça. Donc, il y a beaucoup plus de photographes aussi, mais en même temps, l'architecture, c'est quand même une niche. Je trouve que c'est un milieu qui est moins exploité que les autres milieux en photographie. Donc, comme c'est une niche, je pense que ceux qui arrivent à se distinguer, à en vivre, ont comme une bonne demande de travail, là. Et ce serait quoi, Olivier, mettons que tu regardes tes 20 dernières années en photo, ce serait quoi un peu la plus grande évolution que tu as notée dans ton métier? Comment ça évolue? Ben, c'est la technologie, là. Je sais pas comment dire workflow en français, là, mais... Charge de travail. La charge de travail, elle est différente, dans le sens où, moi, je me souviens, je pouvais passer des heures à sélectionner des affaires, puis à effacer des affaires, puis finalement, là, c'est juste comme... sur un bouton, puis ça se fait tout de suite. Avec l'intelligence artificielle, t'as encore... Oui. À chaque version, c'est incroyable comment ça va vite. Là. Donc, il y a vraiment comme... Au point où je me dis que notre profession est en danger, d'une certaine manière. Dans quel sens? Ouais? Ben, parce que je pourrais avoir un genre de technicien, là... je sais pas, j'imagine, dans 5 ans, là, mettons, là. Mm-hmm. Tu prends, je sais pas moi, un drone mini DJI version 6 Pro, je sais pas quoi, là, avec un logiciel de reconnaissance des espaces, l'intelligence artificielle là-dedans. Il prend les prises de vue, puis là, tu fais ça à la manière de je sais pas quel photographe. Tu sais, c'est au bout de nos doigts, là, ça s'en vient, là. Je pense. Parce que, je veux pas être comme fataliste, là, mais tu sais, j'ai comme l'impression que ça va être ça. Bien, on le voit dans d'autres secteurs artistiques. Là, justement, on peut faire de la musique, des chansons ou des textes carrément qui ressemblent à tel auteur ou telle chose. Donc, pourquoi pas en photographie d'architecture? Toi, Maxime, est-ce que tu te sens menacé? Pas du tout. Pas du tout? Non, parce que le travail, c'est tellement plus que de la photographie. Là. C'est placer des objets, c'est prendre des décisions, c'est avoir des relations avec les habitants ou les usagers, chose qu'un drone ne pourra jamais faire. C'est négocier avec des gardiens de sécurité. Non, mais il y a un layer expérientiel. Il y a plusieurs niveaux expérientiels comme vraiment riches et multiples qu'un drone ou n'importe quoi ne pourra jamais gérer. Puis en plus, je pense que, tu sais, en ce moment, c'est la saveur du moment, mais il y a 6 ans, là, les gens étaient comme « Ah, est-ce que tu fais de la capture 3D? » Il n'y a plus personne qui me demande ça. Tu sais, comme en agent immobilier, là, je veux dire, chaque nouvelle technologie attire un peu une curiosité, ou même les drones, les gens m'en demandent beaucoup moins que quand c'est devenu démocratique. Là. Les gens sont comme « Ah, c'est le fun si t'en as un, mais j'y tiens pas. » Ah oui? Ouais, je trouve que c'est toujours un agent de curiosité. Puis finalement, toutes les photos de drone se ressemblent. Puis tu sais, ce qui fait une bonne photo, c'est pas juste l'appareil photo, là, dans le sens que tu sais, juste le temps qu'on met à bouger du mobilier dans un espace, à retirer des pancartes, ou ce qui est gênant, là, faire l'intervention là, pour atteindre la vision qu'on avait, peu importe soit-elle. C'est ça, je pense pas que c'est un travail qui va pouvoir se remplacer par une technologie pour le moment. Mais tu parlais de déplacer du mobilier, là, déplacer un coussin, je sais pas trop. L'intelligence artificielle, il va le calculer, il va dire j'ai catché l'espace. Oublie pas, là, imagine, là, je reviens à mon drone, mais tu sais, c'est purement fictif, là, mon affaire, mais c'est quand même possible. Dans l'idée où il mappe l'espace au complet, là, en 3D, là, il sait exactement où tout est placé. Il peut déplacer et recalculer la matérialité easy does it. Dans 5 ans, on s'entend. Moi, je pense que ça pourrait être possible parce que Annie le disait, la démocratisation de la photographie a tellement évolué. On est parti de quelques appareils numériques à avoir des téléphones dans nos mains. Tout le monde est photographe. Tout le monde est photographe.
jusqu'à temps qu'ils sont en manuel. Là. C'est ma devise. Quand tu arrives en manuel, c'est « Oh, mais là, qu'est-ce que je fais? » Donc, ouais, c'est un peu dans cette idée-là que... Ben, c'est sûr que le drone, en fait, vous êtes tous très ou à peurant. peu près tous devenus pilotes de drone au fil du temps parce que c'était une demande, j'imagine, de vos clients de plus en plus. Puis si vous n'en faites pas, il faut que vous embauchiez quelqu'un en parallèle. Là. Le drone est un peu... Parce que moi, pour moi, c'est juste une lentille de plus. Là. Mhm. Je suis du même avis qu'Olivier. C'est un outil technique supplémentaire. C'est au même titre qu'un objectif. C'est juste... Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut plus faire d'hélicoptère maintenant. Qu'est-ce qu'une bonne photographie? Parce qu'on dit justement aujourd'hui, on démocratise, tout le monde peut faire de la photo, les appareils sont disponibles, sont moins chers et tout ça. Reste que, puis Maxime, tu nous as un peu amené sur ce sujet-là jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'une bonne photo d'architecture pour toi? C'est comme l'accumulation de toute la petite prise de décision qui fait que la photographie est sûrement le meilleur exemple ultime de cet espace-là à ce moment-là. Je pense que c'est quand on a le goût de visiter le lieu. On se dit, je vais voyager pour me rendre là, pour le vivre moi aussi. Fait que, si quelqu'un me dit, c'est quand j'ai vu ta photo que j'ai voulu aller là, d'après moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Tu as réussi quelque chose. Ouais. Moi, je dirais c'est quand on est capable de transmettre l'essence d'un lieu. Puis aussi quand l'ambiance. Pour moi, l'ambiance, l'émotion, c'est super important au-delà de la technique. La lumière va beaucoup participer à ça, je pense. Mais de ressentir, c'est ça, une petite émotion qui va nous donner envie de découvrir ce lieu-là, d'en apprendre davantage. Pour Et moi, toi, c'est es-tu ça. fan des gens? Tu sais, des fois, il y a une mode en architecture où c'était toujours vide, épuré. Là, de plus en plus, on voit des enfants, des parents dans la cuisine. La chaîne en fait beaucoup. D'ailleurs, Maxime, t'en fais beaucoup. Est-ce que ça prend des gens pour ressentir les émotions, surtout en résidentiel, selon toi? Moi, je pense qu'il faut s'adapter au lieu. Je pense que c'est beaucoup le lieu qui dicte est-ce qu'on a besoin d'avoir des gens, est-ce qu'on a envie d'avoir des gens. Pour moi, c'est du cas par cas. J'aime quand même ça, là, je dois l'avouer, qu'il y ait des gens sur les photos, mais pas toujours. Un chien, un chat. Ah, mais ça, c'est toujours bon. Un petit cochon, Un petit peut-être. cochon, ben oui. Ben Olivier, justement, en a fait plein dans sa jeunesse photo. Olivier, toi, qu'est-ce que tu dis à tes étudiants? Qu'est-ce que tu enseignes, justement, quand tu sais, une bonne photo d'architecture, tu leur dis quoi? C'est sûr qu'une belle photo d'architecture, il faut de la belle architecture. Là. C'est sûr que s'il y a de l'architecture de genre, c'était beau avoir une super shot, ça change rien. Est-ce que ça vous est arrivé de rentrer dans un lieu puis faire OK, ouais, justement parce que c'est pas une top architecture ou un top design, puis que finalement, vous prenez la photo, vous dites, finalement, je suis bien fait de sortir ça, moi. Je l'ai bien fait de sortir. Ben, c'est clair qu'il y a des photos qui peuvent être plus belles que l'architecture elle-même. Là. Dans le fond, oui, clairement, il y a des photos que j'ai vues, puis là, j'ai vu l'espace en vrai, puis j'étais comme... Puis, je veux dire, on se mentira pas, là. On embellit. L'idée, c'est de mettre en valeur ce qu'on voit. Fait que clairement, on est des professionnels pour faire ce job-là. Donc, clairement, un espace qui est correct peut être sublime. Tu peux avoir une lumière sublime, un moment de magie là, qui arrive dans un espace poche. Ça devient magique, mais c'est ça. Le banal peut devenir extrêmement beau, mais ça dépend comment qu'on le voit et comment qu'on le capte. Ce qui nous amène à la question du balado aujourd'hui. Est-ce que la photographie est un mirage ou un miroir de la réalité? Puis là, tu viens de le dire, Olivier, puis là, je vais entendre un peu répondre les autres. Tu le dis, notre rôle, c'est de faire valoir, vraiment de mettre un lieu à son mieux, en lumière, essayer vraiment de le vendre, entre guillemets. Jusqu'où on va pour un client? C'est moi qui réponds en premier? Non, mais jusqu'où on va? Non, mais je veux dire, à la fin, on n'est pas WordPress ici, là, dans le sens où on fait pas de la photo de presse. Là. En photo de presse, ils peuvent pas faire de retouches. C'est interdit. Tu joues avec les contrastes, un peu les courbes, là, puis ça finit là. Mais nous, clairement, pas qu'on triche, mais genre, on embellit des choses. Là. Maxime, il disait, il déplace un mobilier. Peut-être que dans la vraie vie, il n'a jamais été là, ce mobilier-là, mais dans la shot, ça marche pas. Mais au final, l'espace est le même. Là, on va pas effacer une colonne. Là, on va pas changer la structure pour... J'ai eu des témoignages qui allaient peut-être dans l'autre sens. Mais c'est ça. Moi,
Non, ben peut-être, ouais. On veut pas de nom de client, c'est pas Non, ça. mais je sais là. que la mécanique, l'électricité des affaires, des genres de spaghettis d'ingénieurs, là, ça, moi, je... Des thermopompes. Oui, non, c'est clair. Il y a des trucs qui servent à rien à l'architecture, donc forcément, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. S'il y a une poubelle au plein milieu du cadre, s'il vous plaît, enlevez-moi ça. Moi, je sens qu'on accompagne l'imaginaire de nos clients. Il y en a qui sont obsédés par ce qu'ils ont dessiné, fantasmé pendant des années, si c'était public ou un gros projet. Puis ils sont pas capables de décrocher de cet imaginaire-là. Puis après, ça nous revient si on embarque dans leur imaginaire, puis on pousse avec eux. Mais je pense que beaucoup de ça, en tout cas que moi, je me nourris, là, je suis comme, c'est quoi ton projet? Tu le vois où? Tu le vois comment? Où tu veux aller? C'est quoi la genèse? Puis c'est sûr que ça m'a affecté, puis c'est sûr que ces demandes vont être raccords par rapport à son rêve. Tu sais, je trouve que la photographie, dans tous les cas, du dessin à la photographie, on reste toujours dans une espèce d'imaginaire parfait, puis qui est très correct. Puis tu sais, est-ce que c'est notre devoir de les challenger? Des fois, je le fais. Ou après, est-ce qu'on fait juste ignorer tout ce qui nous dérange ou qu'est-ce que eux les dérange souvent, comme on va juste se tasser, on va pas regarder là, on va regarder là, ou est-ce que il y a un beau détail, peut-être qu'on va réduire l'échelle. Mais tu sais, je pense que c'est une genre de danse, de discussion. Il n'y a pas de guideline, je trouve, vraiment précis. C'est ça, c'est d'essayer de se mettre des limites. Puis même pour les prix d'architecture, il n'y a pas de standard, jusqu'où tu peux retoucher ou pas. Est-ce qu'il devrait y en avoir? Moi, je crois que oui, ça serait plus égalitaire, puis les gens ne pourraient pas s'accuser. Moi, je trouverais ça bien qu'il y ait une production pour les prix. Qu'est-ce qui Je serait suis assez d'accord différent avec pour ça, moi. toi dans les limites? Les limites, ça serait que tu peux pas enlever des éléments ou en ajouter qui concernent l'architecture. Structurel, plus. Puis assumer, je veux dire, si c'était vraiment un enjeu, là, moi, j'ai dit toujours, j'aimerais ça me partir une compagnie de signalétique. Je ferais les plus beaux gicleurs, les plus belles sorties de ventilation. Je serais riche. Tout le monde en veut. Mais peut-être assumer la réalité, là, tu sais, comme, il y en a une signalétique, il y a un code du bâtiment, pourquoi on ne vit pas avec? Tu sais, au Japon, c'est ça qui me fascine tout le temps, là, je reviens toujours à eux. Mais je suis comme, tout est là, là. Genre, je pense qu'ils ne fassent pas grand-chose. Là. Les fils sont là, les sorties sont là, les pôles électriques, là, avec 100 000 fils. Tu sais, comme, tout est là. Mais l'architecture a été bien faite, donc ça fait quoi qu'il y ait un truc ingrat sur le côté si... Mais là, tu peux pas parce que ton voisin le fait pas, lui le fait pas. Puis là, s'il y en a un qui le fait tout seul, là, ils vont dire « Ah, c'est moche ». Il y a comme tout le monde se regarde un peu, puis ça l'avance en même temps. Moi, je m'adapte beaucoup à la vision de mes clients aussi, là, c'est ça que tu parles un peu. Puis à l'approche, tu sais, différents contrats, c'est différentes approches. Si je vais photographier un suivi pour une maison patrimoniale, je fais les photos avant, je fais les photos là, des rénovations, constructions pendant, puis je fais les photos après. On dirait que tout ce qui est patrimonial appelle à le moins d'intervention possible au niveau de la retouche. Peut-être verdir le gazon, là, je me dis ça, c'est pas vraiment... c'est correct. Pas tricher, c'est genre. ça. Là. ça va, mais c'est un projet qui va appeler à ne pas faire d'intervention. Si j'ai une demande pour un projet plus artistique, puis qu'on me dit sois créative, fais ce que tu veux, puis le but, c'est pas de documenter la réalité, mais de faire voir le projet sous un angle différent, tout ça, mais là, je me permets de faire absolument ce que je veux. Puis après ça, tout ce qui est plus portfolio commercial, il y a des clients qui vont avoir cette réflexion-là, puis qui vont m'avertir. Moi, je veux que ça reste le plus naturel possible. Ça a été construit comme ça. J'ai eu des défis. Il y a des choses que j'aurais aimé qui soient différentes, mais c'était pas possible pour X raisons. Mais ça reste comme ça parce que je veux que ce soit fidèle au travail final. Mais je dirais que c'est pas la majorité des clients qui voient ça comme ça, là. Ben, une des solutions qui est souvent discutée, c'est la possibilité d'exiger des vidéos dans le cadre des prix. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites ou est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire en parallèle de la photographie, des vidéos de projets dans lesquels c'est pas impossible, mais c'est quand même plus difficile de jouer avec l'apparence du bâtiment? Le montage est un outil très puissant de séduction. Un vidéo, est-ce qu'il doit avoir une musique? Est-ce que la vidéo, c'est juste un travelling de quelqu'un qui marche tout le temps avec un iPhone, mettons, ou c'est un vidéo monté avec des beaux travelling? Je veux dire, la séduction serait quand même là, je pense. Ça revient aux règles dont tu parlais tantôt, qu'il faut encadrer. Mais je pense que la photographie, c'est sûr que c'est comme une couverture de livre, là,
peut-être que la photo fait que, malheureusement, peut-être ça fait un premier tri s'il y a beaucoup de projets, puis il faut qu'ils se rendent à échantillonner tant de pourcentage. Fait que peut-être qu'ils vont faire un tri rapidement sur une bonne impression. Mais en même temps, j'ose espérer qu'à la fin, c'est pas ça qui prime. Là. Genre, peut-être c'est le premier regard, c'est séduisant, mais j'ose espérer qu'il y a une étude plus approfondie. C'est quoi le programme? C'est où? C'est pour qui? C'était quoi ça, les plans? Mais c'est sûr que c'est un peu comme une couverture de livre. Il y a des gens qui achètent un livre pour sa couverture. Est-ce que vous vous mettez des limites éthiques, entre guillemets, de dire, moi, OK, effacer une prise de courant, ça va, enlever un poster, ça va, mais là, quand tu me demandes de redresser une colonne ou de faire quelque chose, est-ce que vous vous mettez des limites, vous, dans les demandes de clients? Moi, le plus loin je suis allé, c'est d'enlever une porte sur une façade principale d'un bâtiment institutionnel. Puis ça, j'ai pas trouvé ça drôle. Moi, je me suis dit, si vous avez pas fait votre job pour éviter d'avoir cette porte-là en façade, assumez-la, là. La porte est là. C'est une porte de secours ou une porte... Une porte qui aurait pas dû être là, selon moi, mais écoute, le plan était poche. Tu sais, ils ont mal géré ça. Mais c'est une façade principale, là. N'importe qui voit la shot puis qui va là, ils vont le voir tout de suite. Donc, moi, je trouve ça inacceptable. Ça devient flagrant. Tu sais, c'est pas... la finition, on est d'accord, là. Je veux dire, une moulure, une craque, un panneau qui est pas là, mais qui devait être là, c'est louable, là. Mais une porte en façade, non. Come on. Puis en plus, c'était long, là, cette retouche-là. Là. Il y avait comme un soleil qui portait genre de l'ombre d'un arbre. Puis là, il fallait comme refaire la texture d'ombre de l'arbre pour refaire la texture du béton. Tu sais, c'était... J'ai pas trouvé ça drôle. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ce serait si simple. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus simple. Imagine dans 5 ans. Imagine dans 5 ans. Tu vas pouvoir faire tes photos avant que le bâtiment soit construit. Mais sinon aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est tous les color match. Mettons, je sais que c'est difficile, mais tu sais, des fois, je me dis, c'est-tu vraiment notre ressort, mettons, tous les bois dans un bâtiment, là, le plancher, le plafond, les escaliers, les bénisteries, finalement, ils ont toutes pas la même couleur. Puis là, les gens veulent qu'on les color match. Puis là, je suis comme, bon, c'était ça qui vous... Oui, c'était imaginé ça comme ça, encore. Je suis comme, est-ce que je suis est-ce que je gâche le party? Puis je dis, non, je le ferai pas. Puis là, tu as peur de perdre ton client, puis ou de décevoir. La demande qui revient le plus souvent aussi, c'est amincir les choses. Je laisse planer ça. Amincir les choses? Amincir les choses. Ça, c'était plus en mode, non? Non, mais amincir un comptoir, une finition qui... Ouais, là, ça, c'est... Beaucoup de marquises qui mériteraient d'être amincies. Ça, pour moi, c'est quand même triché, là. Pas mal, même. C'est comme... Fais-les ton détail, là. Comme concepteur, il faut que tu t'assumes les problèmes de chantier qui n'ont pas fonctionné. Mais là, de changer l'épaisseur de quelque chose... Jusqu'où vous allez stager vos photos? C'est-à-dire que, oui, on comprend le poster, le ci, le ça, déplacer un sofa, je peux comprendre, mais est-ce que vous allez jusqu'à louer des meubles puis vraiment pousser ça à une limite? Oh, je vois un oui de la tête ici, oui. Mais oui, moi, ça m'est arrivé. Là. La maison est terminée. L'architecte ou le designer sait que le client n'a pas nécessairement choisi les plus beaux meubles. On va se dépêcher, on fait le photoshoot avant qu'il emménage. Puis là, on amène tout, accessoires, meubles, tout ça. Tu sais, la structure, les éléments d'architecture, les éléments de design, c'est la cuisine, c'est sûr que ça reste ce qui a été. Ouais. Mais des fois, les clients ils ont aussi un budget et puis une réalité X. Puis c'est pas nécessairement ce que le designer ou l'architecte aurait voulu pousser. Fait, oui, c'est moi, un peu ça comme m'est le courtage arrivé. immobilier. Des fois, pour essayer de vendre une propriété, on va amener un sofa, un tapis pour que ça look un peu plus. Là. Moi, ça arrive souvent à plein d'échelles différentes. Là, mais encore une fois, je pense que ça part du... les architectes et designers sont des créateurs. Puis dans les rendus, ils ont mis des meubles. Ils s'imaginent... Dès le début, il y avait une ambiance en tête. Ils s'imaginaient que quelqu'un allait être assis sur une chaise, qu'il allait avoir telle fenêtre. Puis, si ça prend juste quelques pièces de mobilier pour arriver à cet idéal-là, il y en a beaucoup qui vont le faire, d'apporter les 2-3 chaises qui manquent. Des fois, c'est des choses super banales. Là. Les gens sont incapables d'acheter un tabouret.
parce qu'il n'y en a pas beaucoup des beaux. Mais souvent les propriétaires en ont juste pas parce qu'ils hésitent encore. Puis les architectes sont comme, bon, amenez 2 tabourets, là, au moins on va avoir une assise pour l'îlot qu'on a conçu. conçu. Le panier de fruits. De plus en plus rare, le panier de fruits. Ah oui, OK. Il y a des modes. Oui. Il y a des modes de stage. Est-ce qu'il y a des modes de staging? Les branches. En ce moment, c'est les branches. Les branches. Quel genre de branches? Ouais, c'est encore là. Hein? Sécher, Oui, ça faire sécher. c'est jamais parti. Des genres de branches de pampas, là, ces affaires-là? Tout ça. Non, j'irais pas jusqu'au pampas, mais oui. OK. Mais ça, c'est quand on tombe un peu plus, aucun jugement, mais il y a des standards dans tout, il y a des repères, là, il y a des déjà-vus qui sont super forts, puis peut-être un peu plus en design intérieur. Genre, pour de vrai, là, si tu n'as pas 4 vases, il y a du monde qui dit « Je ne vais pas être dans Architectural Digest. Je ne peux pas me permettre ça. » Puis, Si t'as pas les 4 vases sur la tablette de cuisine. non, mais si tu n'as pas un immense bouquet de fleurs, peut-être que tu ne seras pas dans le L Décor Italie qui ont toujours rêvé. Non, mais c'est un écosystème de fantasmes, puis d'édition, puis il y a comme plein de désirs différents, puis tu peux aller là si tu fais tel pas. Donc, c'est comme... Moi, ça me passionne encore, là, toute cette culture-là. Mais c'est plus au niveau du design d'intérieur que de l'architecture, là, comme Maxime Mais mentionnait. même en architecture, là, après, tu as des gens qui vont être super puristes, puis là, ils vont faire telle décision, mais au fond, c'est en accordance avec une forme de standard parce que ils veulent être dans telle revue qu'ils ont toujours rêvé. Puis eux, ils savent que ce type d'édition-là ou de choix-là va les amener à ce point-là. C'est le moment de la question de... C'est ma question. Greg! Exact. On n'a toujours pas fait de jiggle, non? Ça va venir un jour. Ça viendra, 6e saison. Mais enfin, on se demandait, est-ce que vous croyez que cette recherche de l'image parfaite, de l'image iconique, finit par influencer les architectes, à influencer l'architecture? Est-ce que les bâtiments sont conçus en fonction d'éventuellement avoir la photo parfaite? Est-ce que vous pensez que les architectes, conçoivent le bâtiment en fonction de ce qui va être photographié? Ben, j'espère que non. J'allais dire la même chose. J'espère que non. Non, parce que l'architecture, au départ, c'est pour répondre à un programme, à des besoins, à toutes sortes de choses, mais comme de penser, de faire de l'architecture pour la shot à la fin, non. Moi, je pense pas que c'est juste ça, mais je pense que c'est une influence actuelle. Depuis que vous avez accès, les architectes, là, vous avez accès à des bons logiciels de rendu qui est basé sur la perception photographique. Ça a complètement influencé, je pense, comment les gens conçoivent. Avant, les gens partaient du plan. Maintenant, les gens partent d'une vision en 3D ou en perspective, là, projetée. Donc, moi, je pense que cet outil-là, puis il y a plein de théoriciens en architecture, je me suis amusé un peu à lire sur ça, puis ça s'est vraiment enchevêtré à ce moment-là, parce que dès le début, comment les architectes vont présenter le projet à des promoteurs, à un gouvernement, à des clients privés. Ils montrent des rendus 3D, ils montrent des images, ils ont placé des perspectives, qu'on le veuille ou pas, là, mais c'est une influence certaine, mais elles sont imbriquées une dans l'autre. Je dis pas que les gens pensent à la photo, mais les gens pensent à travers un appareil photographique, parce que c'est les mêmes outils en rendu 3D maintenant. Puis le monde part quasiment... Je pense que ce qui peut sauver des gens, c'est s'ils partent d'un bâtiment existant. Là. Mais les gens qui partent de zéro, peut-être qu'ils partent vraiment à travers leurs yeux quand les logiciels de rendu ont été vraiment plus accessibles et performants. Les rendus deviennent presque des pré-photos. Exactement. On sait déjà qu'est-ce qui va fonctionner. On a déjà déterminé dans les rendus les shots de photos qu'on voulait prendre après. Oui, mais c'est pas ça qui régit le projet comme non. pour autant. Tu sais. Je veux J'ai une citation. Je ne sais pas si vous connaissez la photographe Hélène Binet. C'est une photographe d'architecture qui a travaillé avec des architectes influents, là, Zaha Hadid, Daniel Libeskind et Peter Zumthor. Puis dans le Design, dans une entrevue d'il y a quelques mois, elle a dit, puis là, je veux votre réaction sur cette citation-là. Aujourd'hui, la plupart des images se ressemblent toutes. Je ne peux pas dire « voici la photo de telle personne ». Avant, on pouvait reconnaître un style, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les images sont rendues standardisées. Est-ce que vous trouvez que toutes les images d'architecture se ressemblent? Évidemment, vous allez dire que les vôtres se démarquent peut-être d'une façon ou d'une autre, mais quand vous voyez l'ensemble du travail qui se fait, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup d'images qui finissent par se ressembler, qu'il y a moins de personnalité qui ressort, la personnalité du photographe ressort moins? Moi, je suis pas d'accord avec cette affirmation. En fait, tu sais, de tout temps, dans tous les domaines artistiques,
il y a toujours eu des standardisations, des mouvements, des modes, dans tous les milieux. Là. Ceux qui étaient dans l'époque cubiste, mais ils faisaient du cubisme. Il y en avait plein qui en faisaient. Il y en a qui se démarquaient, il y en a qui se démarquaient pas. Peut-être comme tantôt, je parlais de la démocratisation des images, c'est que maintenant, il y a une foule incommensurable d'images qui existent dans l'univers et qu'on en voit vraiment beaucoup. Ceux qui vont se démarquer, c'est peut-être une minorité. Puis on est capable, tu sais, moi, il y a des photographes, là, je suis capable de regarder les photos, de dire ça c'est un tel, ça c'est un tel. C'est encore possible aujourd'hui. C'est juste peut-être dans la marée de photos qui existent, on a l'impression de quelque chose qui est un petit peu plus standard. Puis c'est pas tout le monde, tu sais, ça prend un certain temps avant de trouver sa niche, son style, sa vision, son approche. Fait que le temps de se rendre là, peut-être, mais je pense qu'au final, c'est possible de se démarquer encore aujourd'hui. C'est pas un fait de... Avant, c'était mieux. Tel photographe travaillait avec telle pellicule. Aujourd'hui, ça va être une colo qui va être décidée à la retouche. Il y en a qui ont une coloration particulière qui imprègne tout leur projet de cette colo-là. Mais dans le temps, c'était je vais choisir la pellicule X parce que le rendu de couleur est comme ça, puis ça me plaît. Moi, je pense que c'est encore possible de se démarquer. Oui, je suis assez d'accord avec Annie. Tu sais, je suis capable de reconnaître les photos de Maxime. Mettons, je suis capable de reconnaître les photos de Félix Michaud. Tu sais, il y a comme des moods aussi, là, tu sais, des genres d'une vision. Là, tu sais. Il y en a qui sont comme plus serrés dans le sujet, puis ils vont pas montrer tout le projet. Ça va être un petit peu plus sombre, un petit peu plus mystérieux, comme la brume de ce matin, mettons. Là. Je pense que c'est selon sa perspective. Là. Elle a été dans ce qu'on appelait un peu, quand la photographie d'architecture, c'était élitiste. Là. Elle a eu accès à une époque aussi qui était les stars architectes. Là. Elle a eu la chance de prendre des bâtiments exceptionnels avec des architectes exceptionnels. Puis, à une autre époque là, aussi, elle n'était pas sur Internet, là, il y a 30 ans. Là. Je veux dire, c'est un effort conscient là, de consulter de la photographie d'architecture. Tu achetais une monographie, un livre, peut-être tu consultais une revue. Mais là, c'est sûr que si tu vas en ligne, l'algorithme, si tu es architecte, tu vas en voir beaucoup. Puis là, ça s'entrecoupe peut-être, mais je pense que c'est une lecture un peu d'une autre époque. Là. Mais je me demandais aussi, est-ce qu'on pourrait se poser la même question de l'architecture? Ben oui, c'est ça. Tu apportes un point très intéressant. Il y a comme une espèce de convergence d'idées, là, parce qu'on est tellement mitraillé par des images qu'à un moment donné, de sortir de ce cadre-là, je trouve ça extrêmement... Je sais pas, c'est comme s'il fallait que tu partes là, en Antarctique pendant 6 mois, là, faire le vide, là, regarder les manchots, puis revenir, puis faire « OK, là, je vais avoir une nouvelle vision », mais... Sinon, c'est difficile. On se veut pas, on se fait influencer là, à tous les jours. Et moi, je lance un défi à tous les architectes. Ouais. Je suis prêt à prendre un projet juste en Polaroid. Oh! Ah, mais là... Mais en film, n'importe quand. Oui, en Polaroid, aucun contrôle. Ça coûterait très cher. Polaroid 4-5. Ouais. Pas de retouche. Oh yeah! Bon, ben le défi est lancé. Je veux passer à la question porte-à-faux. Question porte-à-faux, je vous l'explique rapidement. C'est une... lorsqu'on fait un enregistrement, on demande aux invités de commenter ou d'avoir une courte réponse en lien avec la question du balado suivant. Et là, on a demandé, donc, entre autres, à Nicolas Stoddard-Demers, qui est directeur de la pratique chez Coex, de se prononcer, est-ce que sur la photo, qu'est-ce qu'il aimerait voir et tout ça. Puis je vous fais écouter sa réponse, puis on en discute après. Puis je pense qu'à l'ère qu'on est, ce serait le fun de voir plus de post-occupancy. Ces moments pas sexy, mais incroyablement réels que l'architecture procure. Les ultra réels, comme celles que Ewan Bond prend des fois, là, c'est des photos d'une banalité déconcertante de ton musée, mais avec l'autobus scolaire jaune, les kids, le sac à dos, la petite égratignure sur le mur de gyps, le poster tout croche. Puis là, tu vois aussi que l'espace fonctionne super bien. Puis je suis beaucoup, par exemple, le fil Instagram de l'Assemblée nationale du Québec pour avoir été chargé de conception du pavillon d'accueil. J'adore voir des personnes de 60 ans faire du yoga dans l'agora avec leur jogging tout différent, tout le monde un peu tout croche. Puis je suis comme, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on devrait en faire plus de photos? Parce que souvent, vous arrivez avant même des fois le propriétaire du bâtiment.
Est-ce qu'on devrait en faire plus après avec la vraie vie, puis vraiment le code? Parce que c'est ça, l'architecture aussi, c'est pas juste le avant, lécher, c'est vivre l'architecture. Est-ce qu'on devrait en faire plus? Nicolas parlait de post-occupancy, donc de photos post-occupation. Ben là, il parle de Iwan Ban, là. C'est ça l'exemple. Lui aussi, je l'enseigne là, dans mon cours. Mais tu sais, Iwan Ban, il travaille avec OMA, il travaille avec Herzog & de Meuron, il travaille avec Mad Architects. Tu sais, c'est des bâtiments qui sont exceptionnels. Fait que si autour, c'est tout croche, puis il y a du monde tout croche dans un bâtiment hallucinant, ça va être encore hallucinant, là, tu sais. Si tu fais la même chose avec, je sais pas, là, une école en aluminium puis du bleu, je sais pas trop, là, de la CAQ, là, genre vraiment pas d'elle, avec des gens tout croche. C'est sûr que c'est intéressant de voir le bâtiment vivre avec sa fonction, tu sais, comment il a été conçu, de voir les gens vivre dedans. Mais encore faut-il que l'architecture joue un rôle super important à la limite, qui vole encore la vedette au-delà des gens qui se promènent dedans. Moi, ça me ferait plaisir si la commande elle serait plus présente. J'aurais absolument rien contre ça. Mais justement, il faut que l'architecture elle suive. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, on met beaucoup d'énergie sur des éléments qui sont pas si importants au final. On met beaucoup trop d'énergie sur des choses qui sont pas si importantes pour l'architecture. Des panneaux et tout, là, je veux dire. Un petit bout de rouge sur le mur. Je veux dire, ça me prend 2 secondes à l'effacer, mais c'est-tu vraiment ça qui dégrade le projet? Je sais pas. Puis c'est vrai que je pense que dans les projets, je trouve, qui sont les plus aboutis, que j'ai eu la chance de documenter, c'est quand j'ai eu la chance d'y retourner plusieurs fois, que ce soit à différentes saisons, ou même des fois, j'ai la chance de travailler avec Pierre Thibault, qui a un inventaire qui date un peu, puis mettons, des fois, il fait ça, il dit « Ah, on va aller un après-midi à ce projet-là. » Puis là, il y a ce projet-là 15 ans. Puis fait que lui, il a déjà son bagage de photos d'avant. Puis là, on y va, c'est habité, ça le vieillit. Il y a des choses qui sont peut-être dégradées ou qui ont complètement patiné. Puis ça, c'est vrai que c'est intéressant. Je trouve que ça se ressent quand on a la chance de voir. Même moi, j'ai vu les photos d'avant, justement. Puis je suis comme, je découvre le projet. Puis on l'accompagne. Puis ou même si je connais très bien un projet parce que j'ai photographié 4 fois en 2 ans, mais là, on dirait que ça se peaufine. Ou des fois, c'est aussi juste l'accumulation. De toute cette accumulation-là, tu peux choisir le meilleur. Mais c'est vrai que d'avoir le temps de revisiter, ça change quand même quelque chose. Je m'en vais dans une autre direction. Sur Instagram, je suis tombé sur une publication du compte Uncommon Sense qui recensait, puis là, bon, ça peut être designer graphique, ça peut être photographe, ça peut... Bref, tout ce qui est un peu artistique dans le domaine un peu du design et de l'architecture, des citations que les clients leur donnent. Genre le classique... Ouais, j'ai pas nécessairement l'argent pour te payer, mais je vais te donner la visibilité. Bref, est-ce qu'on comprend la valeur de votre travail? Certains oui, certains non. Puis je pense qu'on est rendu à un niveau où on a la possibilité de refuser de travailler avec les gens qui ne reconnaissent pas la valeur de notre travail. Quand tu es en début de carrière, tu vas être prêt à faire plus de compromis. Mais petite anecdote, là, moi, j'ai un client qui m'a envoyé un tableau comparatif de prix avec les prix d'autres photographes. Non. Puis juste ça, j'étais comme un peu en me demandant de justifier mes prix. Mm-hmm. Puis moi, j'étais comme, non, ça va pas arriver. T'sais. Pour moi, ça, c'est un peu un manque de respect envers mon travail. Puis si tu veux travailler avec moi pour un prix, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux avoir du fun. Moi, je veux avoir une belle relation avec mon client. Je veux savoir qu'il est satisfait, qu'il aime notre collaboration, qu'il aime notre travail, puis que c'est pas ça qui est le point le plus important. Mais on ne se le cachera pas que le budget aussi fait que il y a plein de contrats que j'aurai pas nécessairement, mais je connais ma valeur, je connais le temps que ça me prend, tous les acquis, l'expérience que j'ai. Donc, je pense que les clients que je garde, c'est ceux qui reconnaissent cette valeur-là. Est-ce que les gens reconnaissent notre valeur? Je crois que oui, là. Ne serait-ce que par le nombre de demandes. En même temps, la valeur monétaire, ça, j'avoue que je ne le sais pas parce que personnellement, depuis le début, c'est un mystère. Là. Il n'y a pas de charte de prix. Là. On n'a pas de guideline. Depuis le début, on dirait qu'on est dans le noir. Les gens ne se partagent pas leur catalogue. On n'est pas régi par aucun ordre.
souvent, c'est un peu aléatoire. Puis là, t'apprends le prix d'un autre ou d'un autre. Puis t'es comme, ah, c'est intéressant. Puis là, Ça fait 20 ans que je charge pas assez cher. mais c'est un peu le... Je vis bien, mais j'avoue que juste pour ça, des fois, moi, je serais comme genre, hey, on peut-tu savoir comment qu'on vaut? Bon, ben quand les micros seront fermés, on va... Mais il y a aussi toute la question des licences, là, qui est un autre débat. Mhm. là, Ah, mais... ouais, on aussi, ne tu nous rentrera autres. pas là-dedans. Non, c'est fini. Non, c'est ça. Non, on veut pas rentrer là-dedans. Ben, Il n'y ça a dépend. personne qui va aller là. Je pense que ça dépend où tu travailles aussi. Là. Moi, tu sais, ça fait comme 7-8 ans que je travaille beaucoup aux États-Unis, puis c'est une autre planète. Mhm. Ben, l'Europe aussi. Là. Oui, En oui, fait, là- en Europe, les photographes conservent leurs droits, puis si tu veux publier, il faut que tu demandes aux photographes. Oui, oui. Vous autres, les firmes achètent vos photos, puis ils font, à part Ils font des ce qu'ils veulent. publicités et tout ça. Ben, c'est pas mal, ouais, à part les publicités, mais c'est ça, il y a vraiment un plus grand respect, selon moi. Là, je pense qu'on est les trois respectés là, ici, mais on vaut beaucoup plus ailleurs. Beaucoup plus ailleurs. Mhm. Je veux dire, moi, je me fais appeler, puis c'est moi qui décide, les gens m'écoutent. Puis, tu sais, durant le shoot, là, tout l'univers tourne autour de l'événement du shooting. Là. Il n'y a personne qui va rentrer dans mes pattes. Et puis, ça, c'est ultra respecté. Puis, c'est comme, plus tu charges cher, plus ils vont te respecter. Mais il faut que tu fasses la job. Ouais, c'est ça. Si tu fais la job, c'est fini. Là. Ils t'appellent jusqu'à la fin des jours. Il y a comme une valeur à notre travail. Puis ça, j'avoue que sur les médias sociaux, c'est un peu n'importe quoi. Tu sais, si je commence à chercher là, mon nom, le nom à Maxime, celui d'Annie, là, puis là, mettons, je vais prendre un Google Reverse Image de ces shots, des shots à Maxime, c'est clair que je vais trouver des affaires soit qui sont pas crédités, soit qui sont même pas au courant. Des fois, j'en ship, là, tu sais. Mhm. Je suis comme, hey, parce que je les vois, je les reconnais, tu sais. Je reconnais des shots. Puis je suis comme, hey, ça, c'est ta shot, ça. Ça, c'est l'univers en ligne. Là. Je veux dire, il y a des comptes, c'est des agrégateurs d'images. C'est des gens qui voguent sur une tendance. Là. Ils se créent un compte sur l'architecture. Eux, ils font juste reposter, ils gagnent en popularité. Puis à un moment donné, ils ont 500 000 followers. Puis là, parce qu'ils ont 500 000 followers, ils font de l'argent avec Instagram parce qu'ils peuvent diffuser de la publicité. Mais ça, c'est vraiment apparu, ces agrégateurs-là, puis ils sont partout dans le monde. Ils prennent ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Puis... Moi, j'ai des clientes qui ont un très gros compte Instagram là, avec beaucoup de followers. Puis ma cliente, elle me disait Wayfair. Wayfair, ils prennent leurs images, ils vont changer le luminaire pour mettre un luminaire qu'ils ont à vendre. Puis là, tu sais, des compagnies chinoises, des compagnies en Europe. Ma cliente, elle me disait je pourrais engager quelqu'un à temps plein juste pour rechercher nos images. Puis Envoyer voir... des mises en demeure. Exactement. Tu sais. Il y Un a combat aussi déjà ce qu'on perdu peut. d'avance, Mais ouais. exactement. Mais oui, c'est apparu avec l'ascension d'Instagram. Mais si je parle localement, je trouve que moi, au début, je savais pas grand-chose non plus au niveau du mercantile puis les transactions. Mais je pense aussi que tous les architectes, les clients, ils ont beaucoup... Ça s'est quand même peaufiné puis appris. Puis tout le monde est un petit peu... Le monde ne savait pas grand-chose. La littératie en droit d'auteur est vraiment faible. Donc, le monde ne savait pas c'était quoi une licence. Ils ne comprenaient pas que... Parce qu'eux, ils peuvent la montrer, que le fabricant ne peut pas la montrer, puis que ça a une valeur. Donc, tu sais, des fois, il y a un peu d'éducation à faire, mais je trouve que ça arrive vraiment plus souvent que j'ai des dissensions par rapport à ça. Là. Je pense que les gens comprennent la valeur de comment ça coûte faire un bon photoshoot. Je veux terminer, Maxime, en parlant de Jean Verville. Parce que tu as la chance de faire quelque chose qui est assez unique au Québec, là, c'est-à-dire Jean Verville, architecte qui enseigne à l'Université Laval notamment, fait des photos artistiques avec des longues robes, des mannequins, des personnages. Bref, c'est vraiment fantaisiste. Je veux que tu me parles un petit peu de comment ça a commencé un peu cette relation-là, puis comment vous réussissez à établir des concepts puis arriver dans des univers aussi flyés que ça. Jean Verville, il n'aime pas la redite. À chaque, je pense, projet, il y a une équipe de conception un peu différente qui varie un peu. Puis je pense que ça se reflète. Puis même, à un moment donné, j'étais surpris qu'on ait fait autant de collaborations parce que moi, je m'étais dit, il va faire des photos avec d'autres gens. Puis là, on a quand même fait sûrement 5-6. Je me sens vraiment choyé parce que c'est une expérience assez formidable. Mais c'est ça part d'une prémisse que le projet, au-delà de sa conception, réalisation concrète et habitation, pour lui, le photoshoot devient aussi une expérience en soi, dans le sens que le photoshoot, c'est pas tant pour dépasser le projet ou en faire complètement autre chose, mais c'est que ce soit une expérience de jouer. Je pense que Jean, il n'est pas gêné de dire qu'il aime ça jouer. Puis je pense qu'on peut faire ça parce qu'il est très rigoureux, autant qu'on dit qu'il veut jouer. Ça pourrait paraître banal ou facile, mais
On peut faire ça, je pense, parce que ces cadres sont vraiment stricts. Puis un coup que s'imposer les règles du jeu dans son architecture, il y a des gens qui vont trouver ça à stage, justement. C'est pointu, son architecture. C'est affiné, je trouve. Donc, dans ces paramètres-là un peu serrés, c'est là que peut-être on peut casser ce qui était supposé, justement. Puis à chaque fois, c'est différent, puis on ne veut pas se répéter. Donc, tu sais, des fois, je sais pas, les textiles, on était comme là, on peut plus faire des textiles, c'est interdit. Ou on mettra pas Jean en photo, on va mettre quelqu'un d'autre. Tu sais, comme faut comme casser ça. Puis c'est ça, je pense que c'est cohérent avec lui qui est en recherche spéculative. Donc, des fois, on le fait avec ses étudiants, que c'est pas tant lui que son groupe d'étudiants. Puis eux, il est content de leur faire vivre une expérience de photoshoot parce que il est comme, moi, j'ai beaucoup de plaisir, puis je veux qu'ils vivent ça. Fait que je pense qu'il aime vraiment ça. Mais je pense que ça pourrait être autre chose qu'un photoshoot, ultimement. Ça pourrait être des vidéos. Ça pourrait être du théâtre. Ça pourrait être du théâtre. Mais c'est ça, moi, je trouve que de la théâtralité, mise en scène... Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé un peu votre expérience avec nous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Olivier, on verra, on pourra se refaire un balado dans 5 ans, voir si le drone a pris... Si tu as changé de métier. Si tu as changé de métier. Ah, ben il est quand même architecte, là, aussi. Mais est-ce qu'on va encore faire des balados ou ça va être notre voix? C'est ça. Est-ce qu'il y aura des balados entièrement... Répondre à la manière de Maxime Brouillet. Répondre à la manière de... Tu sais. Merci beaucoup, donc, Olivier Blouin, Maxime Brouillet, Annie Fafard. Merci. Greg. Toujours un plaisir. Également partagé. Merci à Outil, notre partenaire financier dans cette aventure. Et je vous invite évidemment à vous abonner à notre balado et à l'infolettre de Collectif pour suivre tous nos épisodes. Alors, merci beaucoup. À la prochaine.